Stéphane Morelli, alors vous, les véhicules, quand j'ai vu un des transparents, je me suis dit, vous avez dû vous sentir concerné. Vous êtes président de la Fédération des drones civils. Et alors, le drone, alors qu'est-ce que c'est que cet objet qui maintenant est devenu presque familier, si familier que quand on visite toutes sortes d'endroits, on voit drone interdit dans les sites archéologiques et autres lieux paysagers, drone interdit. Donc le drone s'est répandu. Quand on a interagi avant cette table ronde, j'ai eu la surprise, et je suppose que vous en reparlerez, votre chiffre qui m'a ahuri, il y aurait 5000 entreprises de drones, mais qu'en France ou au niveau mondial, rassurez-moi. 5000 en France. Mais c'est fou, ça. 10 000 en Europe. Donc la France représente la moitié de l'écosystème des drones civils européens. C'est incroyable. Moi, je ne le savais pas. Voilà. Et donc, vous allez nous parler de cet impact. D'abord, qu'est-ce que c'est que le drone? Jusqu'où va-t-il? Qui est-il? Et du réaménagement qu'il pourrait provoquer dans nos sociétés. Parce que vous étiez sur la route, mais bon, là, on décolle. Voilà, on va s'élever de quelques dizaines de mètres. Et donc, je vais d'abord vous remercier de m'avoir invité dans votre belle ville de Saint-Tropez et puis effectivement aborder quelques usages. La particularité du drone, c'est qu'effectivement, il arrive maintenant à se faufiler là où personne ne l'attend. J'ai un parcours d'ancien, donc de militaire, mais justement, je vais tout faire pour ne pas aborder les drones militaires, même si ça a été une belle période de ma fin de carrière, dans la mesure où là, on s'attache à développer des systèmes à partir d'une souche technologique qui est totalement différente et justement qui colle à un marché. Parce que le propre même des drones militaires ou des équipements militaires en général, c'est que ils n'ont pas d'équation économique en tant que telle. Ils sont là pour résoudre un problème de gestion du risque des États concernés. Pour le drone, en fait, l'aventure commence dans les années 2000, plus exactement la fin des années 2000, au moment où un certain nombre de technologies, finalement issues du téléphone portable, deviennent assez abordables et intégrables dans un objet volant. Et donc, cette petite illustration pour vous montrer que finalement, le premier démarrage du drone, c'est plutôt un drone de loisir, un drone familier, même si parfois il y a eu quand même quelques dérives, et malheureusement il y en a encore, qui fait que, bon an, mal an, donc depuis en fait, la fin des années 2000, début des années 2010, on a intégré, que ce soit au pied de nos arbres de Noël, sur les rayons d'un certain nombre de magasins, et puis dans nos salons, dans nos jardins, ces petits appareils qui maintenant deviennent effectivement totalement connus. Mais pour autant, en tant que président de la Fédération professionnelle du drone civil, ça serait un peu réducteur que mon propos s'arrête là. Donc, je vais bien vous parler d'un certain nombre d'usages professionnels donc, qui sont dédiés à des marchés où finalement le drone va devenir une espèce de moyen complémentaire de l'être humain. Et quand on commence à imaginer comment l'être humain est constitué, d'abord l'être humain c'est quelqu'un de très visuel. Donc, dans notre cerveau, on a un certain nombre de connexions, une grosse partie de nos connexions qui sont orientées vers l'acquisition de l'image. Alors, ça tombe bien, puisqu'effectivement, le premier type d'application qui est naturellement arrivé pour les drones, c'est en fait la possibilité d'acquérir des données. Alors, pourquoi ? Parce que, bien évidemment, un drone n'est pas contingenté, comme c'est le cas dans un véhicule autonome, par des difficultés significatives de déplacement du fait de l'apparition d'obstacles très fréquentes. Même si vous volez bas, bien évidemment qu'il y a des obstacles, il faut savoir les éviter. Et puis, plus vous volez haut, plus vous allez rencontrer un certain nombre d'autres usagers de l'espace aérien. Et donc, M. Gérard Felzer ne m'aurait pas démenti en disant que cela peut poser quelques problèmes.
Pour autant, lorsque vous volez selon les normes de la réglementation française, et je tiens à signaler d'ailleurs que la réglementation française, pour une fois, enfin, peut-être pas la seule, mais en tout cas pour cette fois, on a une administration qui a été particulièrement clairvoyante. Donc la Direction générale de l'aviation civile a pondu une réglementation dès 2012 qui était très judicieuse et qui donc économiquement est arrivée au résultat dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la création d'entreprises, beaucoup de très petites entreprises, et d'à peu près 10 000 emplois. Et on pense que sur les années 2020, on va être aux alentours de 20 000 emplois. Donc la réglementation a créé le marché. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, avant cette réglementation, on avait des initiatives un peu parcellaires. Il y avait des gens, des aéromodélistes, des cinéastes, qui pensaient que pour acquérir de belles images, dans le domaine audiovisuel principalement, c'était bien d'avoir un objet aérien, en fait un aéromodèle, comme on dit, qui était bricolé avec une caméra. À partir de 2012, en fait, on rend la chose possible sur un plan professionnel, et donc on peut acquérir un certain nombre de données, dont j'ai donné quelques exemples ici, c'est-à-dire que au-delà des reportages que vous pouvez voir sur vos écrans de télévision ou sur certains écrans de cinéma, où les images sont somptueuses et très dynamiques, et finalement d'un coût d'acquisition assez intéressant, le drone est aussi un engin très automatisé, de plus en plus automatisé, qui permet de s'approcher d'un certain nombre d'endroits pour capter de l'information. Alors sur la partie gauche, vous avez la fonction inspection du drone, où là on va s'approcher par exemple en haut d'une pile de pont sur la Seine, et on va prendre des photos très près et avec une forte résolution pour savoir si la pile de pont présente un certain nombre de désordres et savoir si effectivement on a besoin de les résoudre, ce qui est beaucoup plus pratique que arrêter le trafic du RER qui passe au-dessus du pont et qui est quand même excessivement rapide. Dans le cadre de l'efficience énergétique de nos bâtiments, sur l'exemple de la petite photo qui est un thermogramme que vous voyez en dessous sur la gauche, eh bien, l'inspection thermographique de ce type de bâtiment, alors je parle d'une inspection extérieure, avec un drone, elle va se faire en 1 minute. En 1 minute, vous savez si votre bâtiment a un problème de déperdition d'énergie sur la toiture principalement. Et puis, grâce à une méthode qui s'appelle la photogrammétrie, on arrive à reconstruire en 3 dimensions avec ce qu'on appelle un modèle numérique de surface texturé, excusez-moi du terme, finalement un ouvrage, une église ici, en quelques survols, puisque en fait l'impression de 3D, elle est reproduite par le mouvement du drone qui, lui, prend des photos de points de vue différents, et après, avec des logiciels, vous arrivez à reconstruire cette église, et vous allez voir si, effectivement, en fonction des mesures que vous allez faire, parce que tout ça est précis au centimètre près, vous allez obtenir un certain nombre de diagnostics liés aux travaux que vous allez faire ou pas sur l'église. Et dès lors que vous vous éloignez un petit peu en altitude, avec des drones, alors on les voit un petit peu en haut à droite, qui sont à voilure fixe, parce que j'ai oublié de vous dire qu'un drone peut être à voilure tournante ou à voilure fixe. La plupart du temps, sur la gauche, on a plutôt de la voilure tournante, des multirotors, mais sur des petits avions, vous pouvez cartographier du littoral, c'est ce qu'on a fait dans la région vendéenne, où, suite aux attaques et aux aléas climatiques, vous avez un certain nombre de problèmes, et je suppose que c'est peut-être le cas aussi ici sur la côte de Saint-Tropez, où il faut vérifier l'évolution de cette côte, et donc le drone devient une espèce de robot qui permet l'acquisition de données, et par photogrammétrie, on arrive à reconstruire le relief et à comparer les reliefs qu'on a obtenus en faisant des campagnes tous les 6 mois. Et donc là, vous obtenez une information sur l'évolution de l'érosion de votre côte, ce qui est beaucoup plus rapide que par la méthode pédestre, avec, on voit en haut à gauche, une personne avec un GPS différentiel qui prend des points. Mais voilà, pour vous donner un exemple, ce petit avion
qui fait moins de 2 kilos, en 1 minute, il a cartographié 7 hectares. Voilà, donc vous mettez une personne à la place, elle va mettre quand même beaucoup plus de temps et elle va vous fournir un nombre de points qui est beaucoup plus faible. Donc en 1 minute, vous avez acquis à peu près 100 000 points sur ces 7 hectares. Bon, pour un géomètre, c'est quand même largement inférieur. Donc d'ailleurs, ce type d'usage est en train de révolutionner les métiers de la topographie et le métier des géomètres. Et puis, bien sûr, pour l'acquisition de données, il nous reste, dans les circonstances où nous nous trouvons, que ce soit en Europe, mais même dans un certain nombre de pays qui font face à des problèmes de sécurité importants, eh bien, l'usage, entre guillemets, de surveillance qui était réservé jusqu'à présent aux drones militaires devient un usage qui est plus qu'envisagé par les forces de police, les forces de gendarmerie et également certaines sociétés de sécurité privée. Donc là, c'est le cas de ce que nous faisons dans la société que je dirige à Sophia Antipolis. Vous avez un drone qui est filaire et qui permet de s'élever à 100 mètres de haut et de surveiller une zone d'environ 10 km si on veut détecter des mouvements de véhicules. Pourquoi un drone filaire? Parce qu'aujourd'hui, une des difficultés des drones, c'est quand même la problématique de l'alimentation et de l'autonomie énergétique, qui est quand même assez faible. Et donc, le drone filaire fournit cette permanence de plusieurs heures en l'air, puisqu'on a parlé ce matin de la problématique du téléphone portable qui se décharge au moment où, effectivement, on en a toujours besoin. Eh bien, pour les drones, c'est des batteries au lithium polymère, lithium-ion parfois. Bon, le problème se pose également pour les drones. Voilà, donc, initialement, nous partons sur l'acquisition de données parce que ça, c'est relativement simple à faire. On va monter d'un petit niveau de difficulté, si vous le voulez bien, et on va commencer à parler livraison de marchandises. Alors déjà, vous allez comparer entre 2 diapositives. Vous en avez une qui est assez factuelle, qui était la première. Là, on est plutôt dans le concept. Alors, je tiens mon micro au milieu, comme on me demande. Et donc, dans le concept, on commence à étudier très sérieusement l'utilité de la livraison de marchandises pour ces applications dites de la logistique de désengorgement ou du dernier kilomètre. Je vous avoue qu'avant d'avoir embrassé ce nouveau métier des drones, quand on m'a parlé de cette affaire-là, ça devait être dès 2013-2014, j'ai trouvé ça plutôt saugrenu en disant, bien écoutez, je n'y crois pas. Je crois qu'à l'époque où Amazon a fait ses publicités en parlant de son application de livraison Prime Air, la plupart des personnes qui travaillaient dans ce métier, dont moi, disaient c'est du buzz, comme on dit, et ça n'a aucune utilité, mais surtout aucune faisabilité. Eh bien, force est de constater que les schémas que je suis en train de vous montrer représentent les 2 axes de travail d'un groupe qui a été créé par la Direction générale de l'aviation civile au sein d'un conseil qui s'appelle le Conseil pour les drones civils en France et qui permettent donc d'envisager à moyen terme les livraisons en zone urbaine et en zone isolée, avec 2 types de drones, plutôt en zone urbaine des petites charges, donc avec un mini-drone, et en zone, disons, un peu isolée ou en dehors des zones urbaines, un drone lourd qui, lui, va assumer des charges donc, de l'ordre de 200 kg. Et l'exemple en est donné, je vous ai parlé d'Amazon, mais je vais aussi essayer de parler français quand même, enfin de promouvoir français. Donc la Poste a un projet avec une start-up non loin d'ici, à partir de Pourrières jusqu'à Saint-Maximin, d'une liaison qui est, on va dire, au moins bi-hebdomadaire, de transport de colis jusqu'à une distance de 25 km. Donc on est encore un peu dans le concept, mais on a la preuve de concept, donc, ce qui nous permet quand même d'être tout à fait raisonnable. Et on va terminer avec donc, ce qui nous permet d'arriver au prolongement ultime, c'est nous déplacer nous-mêmes avec le drone. Et donc là, 3 idées forces.
D'abord, le transport d'êtres humains commence à être expérimenté à Dubaï. C'est le projet qu'on voit sur la droite avec une société qui s'appelle Volocopter, société allemande. Et puis, dans un certain nombre, aujourd'hui, de pays, peut-être dans un certain nombre d'endroits aux États-Unis, avec un projet qui s'appelle Ehang, d'une société chinoise. Et d'ailleurs, Airbus est en train de créer son propre projet de transport dans la région de Singapour. Et donc, là, on se projette vers la difficulté qui est quand même de la certification de ces solutions pour être sûr qu'on on sera en bonne santé en redescendant. Et puis sur la nécessité, pour terminer, d'organiser l'espace aérien. C'était un peu la transition avec les acteurs du monde de l'aviation habitée, qui sont quand même encore un peu inquiets ou perplexes de voir arriver en quantité très importante de nouveaux objets qui n'ont pas encore l'intelligence comme pour la voiture, de savoir voir et éviter. Donc un certain nombre de services vont être fournis à partir du sol à ces petites machines volantes. On appelle ça le UTM, Unmanned Traffic Management, qui représente un marché très important sur lequel des petites sociétés comme Thales ou Amazon se penchent allègrement. Voilà, donc je termine mon propos et puis bien sûr ouvert à toutes les questions. Merci.